Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je voulais moi, être... quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie Petit, je voulais être... Moi, j'ai passé toute mon enfance à boire dans des bols marrons. Le chocolat chaud, la soupe, le vin, le pastaga, le poppers. L'été, pour moi, tout était bleu. Le ciel, la mer, papy, car il attaquait la Suze à 9h, les cheveux de leurs potes, tout, je vous dis. Chaque été, ils organisaient une fête et on écoutait la compagnie créole, Hervé Villard. Alors non, plus besoin de présenter ce bon vivant rarement chic, souvent choc, toujours prêt à chicaner, chicorer, chicoter chacun d'entre nous avec sa gouaille fruitée et ses verbes fleuris. Non, pas besoin de présenter l'ancien clerc de notaire, sans cravate mais bien culotté, qui une fois viré se fit connaître sur les réseaux sociaux avant de s'éclater sur scène, à la radio ou encore au cinéma. Mais qui connaît les tout premiers pas, pas comme les autres, de ce petit Stéphanois, un peu bourgeois, pas maladroit, qui jouait aux billes avec des balles de golf? Oui, qui connaît la trajectoire pas banale de Lolo l'original, ce grand gamin éternellement attachant. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Chicandier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être un nouvel enfant, d'allons enfants. Ces deux mots, que t'inspirent-ils, justement? Tout. L'origine de tout, pour tout le monde. L'enfance, en plus je suis assez nostalgique, donc j'y retourne très très souvent dans mon enfance. Et heureuse, avec plein de moments fractionnés, mais heureuse. Ouais. Alors on va commencer, si tu le veux bien, par le tout commencement, ce 9 septembre 1978, à Bron, un jour dont quelqu'un se souvient très bien. Laurent est né, et c'était le plus beau, sincèrement, c'était un petit bébé, mais un amour de bébé. Et il est né, et à l'époque, il n'y a pas d'échographie. Donc on ne sait pas si ça va être un garçon ou une fille. Donc, mystère. Et j'avais dit, comme j'ai eu un garçon en premier, et que j'ai plutôt de la chance dans la vie, je pense que le deuxième, ça sera une fille. Donc j'avais tout préparé en broderie anglaise, en rose et en blanc. Et un petit couffin magnifique en broderie anglaise. Et toutes ces petites affaires étaient des affaires de filles. Éclat de rire général à la clinique quand je suis arrivée et qu'on a habillé Lolo avec de la broderie anglaise et un petit panier tout en broderie anglaise. Et Lolo est arrivé, donc il était très 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 mignon et il était tout en broderie anglaise, mais pendant, pendant les premiers jours. Après j'ai adapté, mais les premiers jours quand je suis arrivée, Laurent était en broderie anglaise ce 9 septembre. Voilà. Ceci explique cela. CQFD. Oui, je sais. Ouais, maman voulait que je sois une fille. J'ai été une fille pas mal avec ma mère d'ailleurs. Une confidente, pas mal. Ouais. On va en reparler évidemment de cette maman qui a apparemment une place effectivement assez importante dans une partie de ta trajectoire. On va maintenant un peu parler de ton identité. Exact. À l'état civil, tu t'appelles Laurent Guillaume Regueraz. Alors pourquoi le choix de Laurent? On écoute encore une fois ta maman. Alors Laurent, c'est parce que quand j'étais petite, j'étais fille unique et ma meilleure amie a eu un petit frère et je l'enviais énormément. Et son petit frère s'est appelé Laurent. Et j'ai dit, un jour, j'appellerai mon fils Laurent. Oui, je connaissais cette histoire. Effectivement, oui. Moi, j'aime bien mon nom. Enfin, j'aime bien mon prénom. Alors forcément, on a envie de connaître l'autre nom qui va arriver et qui va occuper une place assez importante dans ta vie, ce Jason Chicandier. Lui, il est né quand? Et est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? Alors, il est né, c'est simple, en 2008, puisque quand Facebook arrive, moi, je voulais déjà faire ce métier depuis que j'ai 11-12 ans. Et quand est arrivé Internet, il y avait les blogs, donc j'avais déjà créé des blogs, etc. Et mon premier nom de scène, c'était Victor Motraz. Parce que quand j'étais petit, je croyais que j'avais un double maléfique qui s'appelait Victor. Et Motraz, parce que c'était pour l'anagramme de Mozart. Donc vraiment, j'étais, oh là, attention, c'est recherché. Et donc c'était Victor Motraz, et j'avais fait le petit journal de Victor Motraz, etc. J'avais un blog. Et j'ai commencé à m'inscrire sur Facebook au nom de Victor Motraz. Parce que comme j'avais un vrai travail, je me suis dit, je vois bien où on va arriver avec ce système, et que les DRH, s'ils tapent mon nom et qu'ils voient que de la merde, voilà. Donc j'avais créé un avatar. Si ce n'est que j'avais pas compris le principe de Facebook. Et à un moment donné, je vois un copain qui avait 2 filles, que j'avais croisées en boîte, les 2 filles, et je dis, qu'est-ce que tu fous avec ces 2 morues?
Et là, je vois un tonnerre d'insultes. C'est qui ce connard de Victor Mautrin, tata. Donc là, j'ai tout enlevé. J'ai dit, bon, je vais étudier la question de Facebook, comment ça s'organise, parce que je crois que j'ai pas bien saisi. Et donc après, je suis revenu avec un nouvel avatar. Et j'ai trouvé ce nom-là, parce qu'en fait, souvent, j'écris et puis je mets des noms de personnages. Et Jason Chicandier, parce qu'à l'époque, il y avait des prénoms américains et des noms de famille hyper franchouillards. Et nous, à Saint-Étienne, on avait des Bobichon, par exemple. Et quand le mec s'appelle Dylan Bobichon, je peux te dire qu'il est pas prêt d'emmerder les Bandelédas, a priori, tu vois. C'est un marqueur social assez fort, tu vois. Tu sens que les parents, ils sont tapés dans la merguez devant Santa Barbara, quoi. Et donc, du coup, Jason Chicandier, j'ai dit, il n'y a pas plus con. Et c'est comme ça que le personnage est né, donc dans mon nouvel avatar Facebook que j'ai créé en 2008. Voilà, quand Facebook est arrivé. On verra que la maîtrise des réseaux sociaux, t'as joué un bon vilain, bon tour. Je me demande si c'était pas un peu inconscient toute cette affaire. Exactement. Ouais. On va maintenant un peu replanter le décor, d'accord ? Tu es donc né le 9 septembre 1978, soit 8 jours avant les accords de Camp David et 2 semaines après la mort de Jean-Paul Ier, institué pape depuis seulement 33 jours. 1978 donc, comme Laetitia Casta, Thomas Pesquet, le Paris-Dakar, le GPS ou encore Récré à 2. En France, si Jacques Messrine s'évade de façon spectaculaire de la prison de la Santé à Paris, les côtes bretonnes sont-elles victimes de la marée noire de l'Amoco-Cadiz, considérée alors comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Côté musique, alors que Claude François et Jacques Brel nous quittent brutalement... Brel en octobre. Exactement. Plastique Bertrand nous propose son entêtant. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Côté sport, si Bernard Hinault remporte son premier Tour de France dès sa première participation, l'Argentine remporte sa première Coupe du Monde en battant les Pays-Bas 3-1 en finale à Buenos Aires. Côté cinéma, Jean Rochefort reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Crabe Tambour, tandis que Jean Poiret et Michel Serrault cartonnent en salle dans La Cage aux folles. Enfin, cette année-là, Joël Robuchon décroche ses 2 premières étoiles au guide Michelin, 1978 donc, classé comme une année exceptionnelle pour les millésimes de la vallée du Rhône. Chicandier, qu'as-tu envie de retenir de ton année de naissance ? Alors, La Cage aux folles déjà. Je savais pas que c'était 78 La Cage aux folles, parce que souvent on en parle avec mon frère, parce que c'est mon frère Mathias Canariato di Matoucan, et on pense souvent à eux, pas et encore une fois comparaison, on se compare pas à eux, mais on pense souvent à eux parce qu'ils étaient 2 sur les routes, et moi du coup comme j'adore les anecdotes et que j'adore interviewer des comédiens etc qui ont connu Poiret, Serrault et tout, et donc ils nous parlent de leurs anecdotes de bouffe, de vie, de tout ça, et c'est vachement bien de vivre sa passion à 2. Moi, j'ai plein de copains humoristes qui sont seuls et qui partent seuls en tournée, et c'est pas du tout la même. Voilà, quand on est 2, on est quand même plus fort, et donc je sais que les 2, alors c'était pas toujours simple, mais ils rigolaient beaucoup. Voilà, donc j'ai bien envie de retenir ça, et la mort de Brel, puisque Brel est, je pense, mon chanteur préféré. C'est un peu une lapalissade de dire ça, parce que je suis évidemment pas le seul. Enfin, mon chanteur belge, mais on pourrait dire. Et je sais qu'il est mort pile 1 mois après ma naissance. Et un de mes films préférés, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch, qui est un biopic caché de la vie de Jacques Brel. Voilà. Donc, j'adore Brel. Super. On va parler d'un autre duo qui a évidemment compté dans ta vie. Ce sont tes parents, Christian et Hélène, qui se sont connus sur les bancs de la fac de médecine à Lyon. Ton papa Christian Regueraz, né en 1947 à Chatou, et qui devint donc chirurgien. Bel homme, entre Delon et Giraudot, dixit ta maman. Ton papa est également un homme drôle, brillant, intelligent, bref, beaucoup de choses pour lui. Quel genre de papa est-il, et que penses-tu avoir hérité de lui ? Alors, mon père, c'est un personnage complexe qui a été très très aimé par sa mère, peut-être un peu surcouvé, et il a dans la vie cette espèce d'arrogance des gens qui ont été trop, voilà, les faits se sont peut-être un peu trop bien penchés sur lui, et c'est vrai qu'il était très beau gosse, beaux yeux bleus, futé, doué, athlétique, voilà. Alors, j'ai pas hérité le côté athlétique, j'ai pas futé, je sais pas, mais goguenard, très goguenard. Et mon père, il avait un côté un peu Dutronc.
Un côté toujours un peu avec un œil, à faire, à observer toujours ce qui va pas, quoi. C'est-à-dire le petit truc qui rentre dans une pièce, il y a l'autre qui veut lui faire dire que c'est beau, et puis lui il va voir en bas à droite que il y a la prise qui est dévissée, que il y a un petit paplard qui reconnaît parce qu'il touche des trucs de la sécu. Il y a un petit côté célinien chez mon père, voilà. D'ailleurs, je crois que son livre préféré c'est Voyage au bout de la nuit, qu'il lit et relit en se marrant, mais mon père a ça. Je crois que j'ai hérité un peu de ça. Ta maman, Hélène Petit, née en 1950 à Alger, est rentrée en France en 62, évidemment, après l'indépendance de l'Algérie. À l'issue du concours de médecine, elle décide de devenir ophtalmo, profession qu'elle exerce encore d'ailleurs. Femme d'une grande énergie, pleine de vie. Ta maman est également comédienne, en marge de son métier depuis des années. Idem, quel style de maman est-elle et en quoi lui ressembles-tu ? Alors, si maman vous a dit qu'elle était comédienne, c'est rigolo, parce que en fait, elle a fait un peu de théâtre quand elle était adulte. Effectivement, ils avaient monté maman, elle a plein de qualités, mais elle sait pas jouer du tout la comédie. Ma mère est une comédienne de vie. Voilà, c'est-à-dire que comme tous ces gens qui ont une très très forte personnalité, c'est très compliqué pour elle de se camoufler derrière un personnage. Donc quand ils montaient des pièces de Molière en amateur avec des copains, elle n'était pas Hélène Béjart, elle était Hélène Regueraz. Donc elle surpassait. Voilà, en fait tout était ramené un petit peu à sa personnalité, parce que moi je l'appelle plutôt Maggie, quoi. On aurait dit Maggie, Madame Maggie va sonner. Ça c'est ma mère, quoi. Voilà, la pied noir qui arrive, machin, elle t'en balance de partout, et quand elle est dans la pièce, c'est vrai qu'on sait qu'elle est là, quoi. Mais et donc je crois que j'ai pris pour le coup côté très théâtral de ma mère. Ma mère adore le théâtre. C'est une joueuse de vie, voilà. Elle aime les émotions, jouer avec les émotions des autres, jouer avec ses propres émotions. Ouais, elle est pas linéaire, quoi. C'est-à-dire c'est 100 et 0. Elle est soit hyper déprimée, soit hyper active, voilà. Mais par contre, c'est un souffle de vie, ma mère. Moi, je l'appelle Gérard Depardieu avec une perruque, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, j'espère qu'elle va vivre le plus longtemps possible. Mais alors vraiment, ouais, c'est un bumper, quoi. C'est-à-dire que ce qui se présente devant elle, normalement, c'est plutôt elle qui va sortir grande gagnante de cette histoire. Ouais. Je confirme que le peu de temps que j'ai passé avec elle au téléphone, on s'embête pas. C'est ça, c'est une auto-tamponneuse, faut pas se mettre devant. Elle l'a évoqué d'ailleurs, tu as un frère aîné, Fabien, né en 1974. Alors idem, quel rôle a joué ton frère dans ta construction ? Bon, avec mon frère, on s'entend pas bien, c'est comme ça. Nous, c'est Abel et Caïn. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est Abel et Caïn, notre histoire. Peut-être qu'on est trop proche finalement pour bien s'entendre, peut-être trop éloigné, peut-être une imbrication des deux. Mon frère a joué le rôle, il n'a pas joué un rôle trop de grand frère, parce que en fait mes parents divorcés, mon frère ça l'a un peu perturbé, moi aussi d'ailleurs, et il n'a pas fait vraiment écran, il a pris beaucoup dans la tronche, mais moi aussi, on n'est pas arrivé à construire cette histoire commune ensemble. Voilà, il avait ses propres douleurs, ses propres souffrances, sa propre façon de voir les choses, j'avais la mienne, et on n'est pas vraiment arrivé à rentrer en connexion pour affronter ça. Et ça nous a éloignés, on a essayé, réessayé, mais au final, on n'y arrive pas. Quand on est dans la pièce, ça marche pas, on peut rien y faire, voilà. J'ai plutôt créé mes frères avec d'autres personnes, voilà, si je dois dire. Je dois être honnête. J'ai maintenant des gens qui sont clairement affichés pour moi comme les liens du sang sont importants, mais quand ils sont pas là, pour moi ça n'est pas primordial. Voilà, j'ai créé d'autres liens plus forts. Tu n'as que 6 jours quand tes parents déménagent à Saint-Étienne, une ville que tu considères clairement comme ta ville d'origine. Tu peux nous décrire justement un peu ce Saint-Étienne des années 80 ? Saint-Étienne, il y a un côté que j'adore, c'est qu'en fait, vraiment, la bourgeoisie côtoie le monde plus modeste en permanence, puisque à Saint-Étienne, comme c'était une ville qui a eu pas mal d'argent, même une grosse ville industrielle, il y a eu beaucoup de bourgeoisie, beaucoup de pognon, toujours un petit peu effectivement dans l'ombre de Lyon, évidemment, mais ils ont eu quand même leur essor, et cette bourgeoisie-là est restée, et aujourd'hui, en fait, ils ont tout canalisé dans la bringue. Saint-Étienne, c'est vraiment la ville où ils veulent faire la bringue tout le temps, c'est-à-dire que une bonne blague et un bon lever de coude à Saint-Étienne, normalement, on peut faire son trou facilement. Les gens ne disent pas d'où tu viens, ils s'en fichent de savoir si on est de Saint-Étienne, de Bordeaux, de Lyon, c'est plus compliqué, je dis pas, mais de n'importe où, on peut faire sa place à Saint-Étienne à partir du moment où on a la bonne blague, la bonne répartie. C'est l'école de la
vie un peu Saint-Étienne. Et il y a plein de gens d'ailleurs qui viennent et qui ont été assez estomaqués de voir effectivement qu'il y avait un médecin, un notaire, un plâtrier, un mec qui lave les carreaux et que tout le monde s'entend autour de la bringue. Moi, j'ai vu vraiment ça. Des animations de bar où il y a vraiment tout le monde. Et il y a même un autre bar qui s'appelait les Deux Cajots où il y avait tout le monde et en plus de tous les âges. Donc entre 16 et 80 ans, les gens faisaient la bringue ensemble. Et donc moi, comme ils sont canailles, de temps en temps, moi j'avais des copains qui voyaient leur grand-père en train de rouler des pelles à une meuf, et le grand-père qui glissait un petit billet en disant « Tu dis rien, mamie, on se voit dimanche, quoi. » Voilà, c'est la fête des mères, n'oublie pas. Fais pas le con. Voilà, ça c'est Saint-Étienne. Il y a un côté fou à Saint-Étienne, comme ça. Après, il y a un côté forcément, comme toutes ces villes un peu chabroliennes, parce que c'est bourgeois, un peu chabrolien. Tout le monde, on sort à Saint-Étienne, tout le monde le sait, tout le monde sait tout. C'est un village un peu plus grand, mais c'est vraiment un village. Et donc après, il y a un côté un peu étouffant, voilà. Et moi, je dis souvent, c'est comme les villes du Middle West, tu vois. C'est-à-dire, on croit qu'on part, et puis à un moment donné, ça nous ramène. Les mecs qui partent 15 ans à Paris, ils croient qu'ils s'en sont sortis, puis petit à petit, je m'installe à Saint-Just-à-Harbert. Bon, voilà. Allez, on est revenu. Qui dit enfance dit école. Après l'école primaire, tu vas rejoindre le collège privé Saint-Paul, à Saint-Étienne. C'est là que tu vas rencontrer Sylvain, encore ton ami aujourd'hui. Alors, ma rencontre avec Laurent, c'est quand je suis arrivé au collège, donc en 6e. Ça devait être en cours d'anglais, je pense, où on était ensemble. On s'est retrouvés à côté. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui se voyait pas mal dans la cour, parce que c'était... alors, pas un pitre, mais voilà, ça faisait partie un peu des élèves, autour desquels il y a toujours une sorte de nuée de personnes en train de se marrer. Donc, je pense qu'il y avait vraiment l'embryon de ce qu'il est aujourd'hui à l'époque. D'ailleurs, pour moi, il a pas changé, en fait, dans son rapport aux autres. Il était un peu comme il est maintenant. En gros, toujours en train de faire marrer tout le monde. C'est quelqu'un qui, encore une fois, était un peu un personnage public, quoi. Il était toujours en train d'essayer de se marrer, de faire rire les autres, toujours dans le contact humain. Pour moi, il n'y a pas d'écart entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était avant. C'est vrai, ça, j'ai un peu l'air modieux, mais je dormais chez lui hier soir en plus, chez mon Sylvain. C'est le parrain de ma fille et je suis parrain de la sienne. Lui, c'est vraiment, c'est mon frère. On se connaît depuis qu'on a 11 ans, 10 ans et demi, 11 ans. C'est lui qui m'a appris, c'est Sylvain qui m'a appris Frédéric Dard. Et après, plus tard, Audiard. Parce que, en fait, un jour, on s'écrivait des mots en cours et on essayait de se faire rire. Et lui, il avait un langage qui était pas du tout comme ceux des autres. Et ça me faisait hurler de rire. Et après, il m'a dit, tout ça, je le tiens de San Antonio. Et il m'a filé un bouquin de San Antonio. Et après, on a commencé à se parler façon Frédéric Dard. Et après, lui est un grand fan de Audiard, fan éternel de Belmondo, dont le film préféré, je pense, est L'Incorrigible, ne serait-ce qu'à cause de ton vocabulaire. Tu ne connaîtras jamais l'atroce volupté des grands chagrins d'amour, mais contente-toi du bonheur, la consolation des médiocres. Et donc, on parlait de ça, des nuits entières de Belmondo, Frédéric Dard, Audiard, et voilà. C'est lui un peu qui m'a mis ce langage fleuri dans la bouche et dans les doigts. Alors ça, on va en reparler un peu plus tard, évidemment. La scolarité, dans l'ensemble, c'est un endroit où tu te sens bien. Comment tu vis tout ça? Alors, moi, j'étais, comme disait ma mère, elle me disait, c'est marrant parce que tu sortais d'un devoir ou d'un machin, t'étais toujours content de toi. Ça s'est bien passé. Ah ouais, je crois que j'ai bien cartonné. 4. Ouais, non, mais parce que... Et alors, j'étais bon élève jusqu'en 3e, seconde. J'ai fait un lycée très pourri. Mais bon, j'ai découvert l'alcool. Je suis devenu alcoolique à 15 ans. Donc, c'est bien là que j'ai commencé mes cuites. Là, j'ai ouvert ma nouvelle passion. La drogue, les filles, faire le con, écrire des conneries, écrire des pièces de théâtre, ça oui. La vidéo, on avait des caméscopes et tout, on se filmait tous les week-ends, des conneries. Un peu, j'avais entendu une interview de la bande à Fifi, c'était ça aussi. Eux, ils n'avaient pas la drogue, les putes et la coke, mais ils avaient le rire, on avait ça en commun. Et donc voilà, après du coup, je me suis totalement mais j'étais vachement bien au lycée, parce que je trouvais que l'écran était super. Ça m'allait bien, il y avait des cours obligatoires, donc je disais, bon, voilà, c'est un peu le truc, il faut y aller, donc ça me donnait un cadre, et après on pouvait sortir du cadre. Par contre, quand après j'ai eu mon bac, que j'ai eu à 10,00 et qu'un point de rattrapage jury, je me suis retrouvé là et je me souviens d'avoir été très triste après mon bac parce que je me suis dit, là pour le coup, je n'ai plus les règles, j'ai plus les codes. Et quand j'ai fait ma première année de fac de droit, d'ailleurs, je suis jamais allé en cours et j'étais perdu, cette liberté ne m'allait pas non plus. Trop de liberté. Mais c'est quand même un endroit où tu garderas
justement ce rapport à l'écriture, Et puis moi au lycée, j'étais le roi de la fête. Comme il dit, c'est vrai que on était comme ça 4-5 à être il y en avait qui faisaient les voyous, les bad boys. Moi, j'étais déjà bien rondouillard et je faisais rigoler les copains. On était une bande, quoi. C'était voilà. À l'époque, nous, c'était pile quand le Péril Jeune sortait, donc on se retrouvait dans le Péril Jeune, dans 4 garçons pleins d'avenir. Dans ces films-là, c'était nous, c'était des films de bande. On avait l'impression d'être une bande, et on l'était d'ailleurs. Et notre vie n'était qu'insouciance et volonté de faire de la merde. Voilà. On peut pas bien changer, justement. Dans Allons enfants, on aime bien faire un petit cadeau à notre invité. Ouais, il est pas si petit que ça, là. Oh. Donc tu vas nous faire le plaisir. J'aime bien les gros cadeaux comme ça. Tu vas nous faire le plaisir. C'est pas les plus chers, on est d'accord. Hein. On sait pas. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'offre un gros cadeau à ma femme, elle s'inquiète, parce qu'elle voudrait qu'il soit tout petit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est pas vrai. Mais putain, mais non, des pâtés wings, je les avais ramenés d'Angleterre. Qu'est-ce que j'ai fait le malin avec ça? Ça m'allait pas parce que j'ai des jambes trop larges et trop courtes, alors du coup, ça casse un peu le personnage, mais waouh, punaise, des pâtés. Alors ça, j'ai bien fait de prendre mon sac à dos. Waouh, alors là, merci. Putain, c'est énorme, des pâtés wings. Alors, ça c'est Sylvain qui a pu vous raconter ça, les pâtés wings. Oh bordel. Ah ouais, moi elles étaient noires. Oh putain, les pâtés wings. Ouais, magnifique. C'est typiquement 4e, première fois que je vais en Angleterre. Et là on voit, c'était les Parisiens nous à l'époque. Parce qu'on vient de Saint-Étienne, on voit les Parisiens. Les Parisiens, je trouve qu'ils ont plus la classe, qu'ils sont plus vifs, leur façon de s'habiller, de parler, c'est différent. Puis il n'y a pas, nous, Internet et tout, donc la mode vraiment, elle passe d'une année à l'autre. Ça vient à Saint-Étienne 1 an après la mode de Paris. Et là, il y avait un mec qui avait des pâtés wings. Et j'étais rentré, je m'étais précipité pour acheter des pâtés wings et tout le monde s'était foutu de ma gueule. Donc je les ai pas mis tant que ça, mais ça me rappelle ça. Là, c'est vraiment le provincial qui découvre Paris, les pâtés wings. Ouais. Voilà, Patrick Ewing, évidemment joueur des Knicks de New York, grande star de la NBA. Le basket, c'était pas vraiment ton sport, comme nous l'explique d'ailleurs ta maman. Il a joué au tennis, il est devenu champion de la Loire quand il avait 7-8 ans. Et après le tennis, il s'est mis au golf. Et le golf, il s'est rendu compte qu'il fallait des balles et que les balles, c'était pas spécialement donné. Donc, il a dit à tous ses copains à l'école, on va plus jouer avec les billes, on va jouer avec des balles de golf. Et comme lui, il était très fort, il gagnait tout. Donc, moi, j'ai eu des coups de téléphone des mamans en disant, écoutez, c'est un problème pour nos enfants pour jouer avec Laurent aux billes à l'école parce qu'il nous demande d'acheter des balles de golf neuves. Voilà, un des traits de Laurent, c'est un grand dégourdi. C'est vrai en plus, c'est vrai. Alors, je leur demandais pas, hein, c'était pas. Mais c'est qu'en fait, j'avais institué la mode de balles de golf. On était 2 comme ça, à jouer aux billes avec des balles de golf. Et très rapidement, comme les balles de golf, c'est plus gros, c'est plus ludique. Puis les gamins, ils aiment les trucs quand c'est plus gros. Forcément, les mecs, ils ont dit, mais attendez, on peut jouer avec vous. On a dit, bien sûr, il faut des balles de golf, c'est tout. Donc, ils commençaient à aller demander du pognon aux parents pour acheter des balles de golf. Putain, ça fait vraiment connard de droite. C'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer. Réécouter ça, c'est l'enfer. Mais c'est vrai, faut assumer. Dégourdi et surtout très, très à l'aise socialement. Ce rapport au jeu, aux autres, tu l'as toujours eu, comme nous l'explique très bien également Sylvain. Il y avait des soirées où les gens venaient juste pour parler avec lui. Une fois, je crois qu'il s'était mis à l'entrée des toilettes à une soirée archi. En fait, c'est lui qui faisait le videur pour chiottes, quoi. Donc, tous les gens de la soirée, ils venaient juste pour se faire jeter par le lot parce qu'il avait sa gouaille habituelle et du coup, forcément, ça faisait marrer tout le monde. Videur pour chiottes. C'est vrai que je pourrais le mettre sur une ligne de CV, ça. Oui. Après, Sylvain, Sylvain, on a 2 personnalités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Tellement différentes. Sylvain, lui, c'est un réfléchi, plutôt introverti, un méticuleux, un consciencieux, un névrotique. Voilà, chez lui, tout est nickel, etc. Pas dans sa tête, hein, mais je parle chez lui. Et moi, j'étais l'inverse. C'est pour ça qu'on s'est si bien entendu, vraiment. Et lui, c'est mon repère. C'est mon repère. Là, quand j'ai des emmerdes de santé, tout ça, c'est chez Sylvain que j'étais. Sylvain, il sait, j'ai pas besoin de l'appeler pour savoir si je vais bien ou pas, et j'ai pas besoin qu'il m'appelle pour savoir s'il va bien ou pas. Voilà. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure.
Mais c'est vrai que moi, quand j'ai préparé l'interview, ou même quand j'ai suivi un petit peu tout ce que tu as fait depuis ces dernières années, c'est toujours la présence de ces mots, de cette gouaille, de cet amour justement du langage français qui nous emmène dans plein d'univers. Comment il s'est construit? Comment t'as réussi à l'embarquer avec toi tout? En fait, quand j'ai fait le personnage Chicandier sur les réseaux, moi j'écrivais déjà. En fait, c'est à force d'écrire, écrire tous les jours. L'exercice d'écriture pour moi est un exercice quotidien et qui nécessite d'être quotidien, avec plus ou moins de réussite. Et petit à petit, on trouve sa patte. Voilà. Et j'ai trouvé ma patte d'abord par écrit, moi. Et une fois que j'avais trouvé ce personnage Chicandier par écrit, effectivement, qui rappelle un peu Bérurier de Frédéric Dard dans Les San Antonio. Et une fois que j'ai trouvé ça, ce personnage truculent, alcoolique, misogyne, mais en fait, pour ceux qui connaissent et qui cassent un peu la carapace, assez fragile, puisque moi je dis de toute façon, c'est un mec qui se débat quand il arrive, il a un problème dans la vie, il peut se débattre qu'en beuglant, en descendant des 102 et en proférant des injures, quoi. Mais ça, on voit toute la fragilité du gars, et parce que dans ses yeux, on voit qu'il est pas méchant, qu'on a quand même envie d'aller le voir. Sinon, ça serait l'enfer, on lui tire dessus. Et donc après, moi, j'étais pas du tout parti pour faire des vidéos. Des vidéos, oui, on avait déjà envoyé des vidéos, nous, à Canal+, à TF1, etc., mais des vidéos de groupe, des sketchs, des scénettes, etc. Mais cette espèce de grosse gueule comme ça devant face cam, j'avais jamais eu l'envie. Et c'est qu'un jour, j'ai eu un iPhone que ma femme m'a offert en me disant tu fais chier, parce que moi j'étais genre à l'ancienne, je voulais pas de téléphone, je voulais pas qu'on m'emmerde. D'ailleurs, c'est ce que fait Sylvain Tesson, il a pas de téléphone, il a rien. Et je trouve ça, je trouve ça magnifique. C'est le plus grand luxe, la plus grosse bourgeoisie qui existe, c'est ça. Et donc, quand j'ai eu ça, j'ai dit, au lieu d'envoyer des messages, je trouvais ça plus rigolo de me filmer et d'envoyer des messages vidéo. Et donc, j'ai envoyé des messages vidéo et c'était mes petits billets d'humeur du jour, dans salut bande de connards, nanana. C'est comme ça qu'est né Chicandier. Et là, j'ai un copain qui me dit, je fais regarder tes vidéos à tous mes potes, ils se marrent. Je dis, c'est pas possible, je les envoie à toi, c'est pour toi, c'est pas pour tes potes. Il me dit, non, mais la façon dont tu parles et tout, ça les fait rire. Ah bon, d'accord, il me dit, tu devrais essayer. Et un jour, je suis à la Mascotte, il y a Michou, et je vais voir Michou. Alors, j'avoue, j'avais une trouille bleue, je m'étais enfilé quand même 3 pintes et 202 avant. Et on a fait une vidéo ensemble. Là, j'ai ma grosse gueule et Michou. Et je l'avais publié sur les réseaux. À l'époque, on avait un groupe qui s'appelait Les Joses. Et ça avait commencé à plaire. Puis j'en ai fait 1, puis 2, puis 3. Et puis, avant que celle de Bleu Métal arrive, il s'était quand même écoulé 3 ans, quoi. Voilà. Donc, j'avais déjà fait 1500 vidéos, j'en sais rien, je peux pas dire. Voilà. Et même ce bleu métal, c'est finalement presque aussi un hommage à l'adolescence. C'est une forme de régression comme ça, un peu sur une période de vie. Alors, c'est surtout pour moi, en fait, comme mes parents étaient bourgeois, comme il l'a expliqué, moi, la bourgeoisie m'a très vite saoulé. En fait, les codes ne m'ont pas intéressé. Et donc, j'avais un copain qui s'appelait Guillaume et dont les parents avaient un snack, bar, hôtel. Et eux, ils traînaient, dedans, ils avaient, pour moi, les vrais gens. Les gens de quartier, les gens de comptoir, les gens de bar avec les anecdotes. Il y a le boiteux, il y a le chevelu, il y a Panda, il y a la frangipane, il y a la fraise, tu vois. Mais, Claudic, il y a Jambe de Bois, il y a Prépuce, il y a machin, il y a plein d'histoires qui s'enchevêtrent les unes aux autres. Et ça me fascinait. Et donc, c'est plus ça, cette gouaille-là, que j'ai adoré essayer de retranscrire. Voilà, c'est ça qui m'a le plus formé, c'est de m'enlever la bourgeoisie. Et après, plus tard, j'ai dit la bourgeoisie, comme j'en viens, je ne veux jamais je la renie pas, mais j'apprends à la railler parce que je la connais bien. Voilà, c'est tout. Et il y a quand même des auteurs ou des personnages qu'on comptait dans ton enfance. Est-ce que les Audiard dont tu parlais tout à l'heure, on pense à Marielle aussi. Est-ce qu'il y a des moments ou des personnalités que tu as beaucoup regardé? Nous, c'était Belmondo, c'est vrai. Avec mon pote Sylvain, c'était Belmondo. On regardait tout de Belmondo, tout. On se repassait les cassettes en boucle. Et après, quand j'étais petit, vraiment, c'était les inconnus, les nuls. Je me souviens quand les inconnus et les nuls sont arrivés, avec les copains, on s'est dit, ça y est, en fait, on nous parle, c'était devenu... Parce qu'il y avait des choses comiques, plein de choses, des films, etc. Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un flic pour sauver la reine, etc. Mais là, d'un coup, c'était chez nous, c'était en France, ils nous parlaient, c'était fou, en fait. C'était dingue. Voilà, eux, ils nous inspiraient parce que ils nous donnaient envie. On s'est dit, en fait, on peut vivre de ça, on peut faire ça dans la vie. Et ça nous semblait dingue. Tu as effectivement un rapport à l'écriture assez tôt.
t'écris pas mal, t'as même monté quelques vidéos avec des potes où tu réponds même à un concours de Canal, et puis finalement vous êtes choisi aussi, vous participez. Le réveillon des monstres. 2000, c'était pour 2000, on était avec des potes, donc en 2000, on a 22 ans, on est à la fac, et on fait cette vidéo, et on est sur Canal+, on a été diffusé pour le réveillon de l'an 2000, à minuit, et une vidéo qui s'appelait « Le réveillon des monstres ». C'était absolument à chier, mais on avait été sélectionné, on avait gagné un lecteur DVD, et comme on était 3, il y en a un qui avait gardé le lecteur DVD, et qui était allé regarder la cote, et qui avait donné l'argent correspondant aux 2 autres dans la classe. Donc c'est présent chez toi, mais tu suis malgré tout une filière qui n'a rien à voir, et tu t'embarques dans des études qui n'ont rien à voir. Pourquoi ? Parce que déjà je suis cancre, donc comme j'ai dit, j'ai eu le bac avec 10-0-0. Je peux rien faire d'autre qu'une fac. En fait, j'ai pas d'école, j'ai pas de plan B. Donc mon frère a fait droit, mes parents me disent droit, ça mène un peu à tout. J'y vais entrer dans les pieds en me disant bon, ouais, ok. Et donc la première année, je la plante lamentablement, mais parce que je m'intéresse pas à la chose. Et après, surtout, je vois que quand on réussit ses études, en fait, moi, je suis très libertaire. Et dans le mot liberté, il y a quand même de la contrainte. Tu peux pas avoir que de la liberté. Et donc, je remarque qu'en fait, le principe même de la liberté, c'est d'avoir son diplôme. Comme ça, mes parents me cassent pas les noix. Et comme ça, je peux faire exactement ce que je veux. Voilà. Donc, ma liberté, elle commence déjà par le fait d'avoir mes études. Donc là, je regarde un peu comment c'est foutu. Je vois que ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Je pique des TD à droite à gauche. Je me débrouille. Je fais la débrouillette. Et puis, comme ça, j'arrive à avoir mes années. Et on me casse plus les pieds, et donc là, du coup, je peux vraiment faire de la merde. Alors, la suite va être marquée par ce changement de direction professionnelle assez brutal, comme nous le raconte encore une fois ta maman. Laurent fait son droit, il passe son DESS de droit notarial, et il est donc directeur financier d'une boîte de logements sociaux à côté de Lille. Ça se passe très bien. Il a une voiture de fonction, il est très bien payé, il gagne bien sa vie. Moi, je suis très fière de lui. Et un jour, il m'appelle, je me souviens très, 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 très bien, et il me dit, voilà, je suis viré, d'accord, et je deviens humoriste, d'accord. Donc, c'est exactement comme la blague de Muriel Robin. Et j'ai dit, ok, je raccroche et je pleure. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et cet épisode-là, il vient libérer quelque chose, c'est toi, tu le vis bien, tu le vis mal, c'est quelque chose qui te paraît finalement assez normal? Pour moi, alors bizarrement, tout était normal. En fait, tout ce qui était avant n'était pas normal. Mais après, c'est des carcans de vie. Donc, les gens attendent de vous quelque chose. C'est la chanson de Brassens. Non, les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Vraiment, c'est-à-dire les gens, ils attendent de vous quelque chose. Vous leur avez donné ce qu'ils attendaient. Vous étiez à votre poste, vous gagnez bien votre vie, vous avez votre voiture, vous avez votre truc, etc. Vous avez votre femme, vous avez une fille. Tout va bien, tout est coché. Après, les gens savent que je suis taré, les gens savent que je suis alcoolo, les gens savent que je peux déborder, mais là, quelque part, je suis dans une boîte à chaussures, donc ça leur va. Mais le Gremlins d'un boîte, on sent qu'il bouge. Et là, à un moment donné, il n'y a plus de boîte. Donc les gens, ils disent, putain, où est-ce qu'il va aller? C'est pas tant le fait d'être humoriste, mais c'est connaissant mon caractère, où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il peut aller plus loin encore, etc. Et donc moi, j'ai juste dit, là, à partir de maintenant, là, j'attaque mon vrai métier, c'est-à-dire ce que je veux faire depuis que j'ai 12 ans. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis comme un boxeur qui se sera entraîné tout seul dans sa cave. Mais quand on me dit, maintenant, il y a un adversaire, je suis prêt. Alors, peut-être, je vais me prendre 18 coups dans la gueule par minute, mais je suis prêt, je veux boxer. Donc, je me suis pris des coups. J'ai pas arrêté de me prendre des coups, je m'en prends encore. Mais en tout cas, c'est ça que je veux faire, boxeur, quoi. Enfin, humoriste ou comédien, on va dire, de façon plus générale. On avait reçu François-Xavier de Maison dans Allons Enfants, et qui effectivement a aussi connu ce moment où la vie finalement nous impose notre cohérence. Ah ouais. Avec François-Xavier, moi c'est mon frère de showbiz entre guillemets, mais aujourd'hui je le considère pas comme showbiz, je le considère plutôt comme un super copain. Et on parle beaucoup. Moi je prends beaucoup conseil auprès de François-Xavier, qui est très sage et qui, pas sage dans sa tête, mais qui a de la sagesse et qui, de temps en temps me conseille, dans ce métier. Et on a des parcours qui sont un petit peu similaires. Je me compare pas du tout à lui parce qu'il est bien plus haut, mais un peu similaire effectivement dans la façon d'appréhender le métier. Ouais.
Alors on était donc là en fin 2018, tu avais tout juste 40 ans. Ce qui m'a amusé aussi, c'est de me dire que finalement, tu as réussi ce changement en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant des moyens qui sont plutôt ceux d'une autre génération. T'as finalement pour un boomer, c'est pas mal de réussir à percer. Ah ouais, mais moi honnêtement, je dois tout à Zuckerberg, je peux le dire. Hein. Quand j'ai vu Facebook, j'ai vu tout les opportunités comme si on m'apportait l'écrin parfait de toute la connerie que j'avais dans la tête. Et donc là, j'ai dit, je déroule, c'est fou. Et en plus, au départ, il y avait très peu de censure au tout début Facebook. Donc on pouvait vraiment se lâcher, y aller, etc. Petit à petit, il y a eu des standards de communauté, etc. Mais au début, les gens... Moi, en plus, je brillais à peu de frais, puisque les gens, ils publiaient des photos de chats. T'entends, il y a même des mecs qui disaient « je vais chier ». Non mais... Vous reprenez, ça serait marrant que quelqu'un fasse un documentaire pour reprendre les premiers posts Facebook quand Facebook est arrivé. Il y a des gens, ils écrivaient, alors des gens trouvent que c'est con aujourd'hui, mais c'était encore plus con au début. Voilà, ma mère m'a appelé, je dois y aller. Pourquoi tu l'écris? Mais je sais pas, parce que je sais pas trop comment ça marche. Ça va intéresser sûrement, ça va intéresser les gens de savoir que tu vas te torcher le cul. T'as mis un pull rouge. Voilà. Et après, c'est venu avec les plaques, on prend en photo, puis maintenant les photos de photos, puis maintenant les photos de photos de photos. Mais au tout début, il y avait cette espèce de truc. Et donc là, j'ai dit, moi, j'y mettais du contenu, des textes, des trucs que j'avais déjà, des punchlines, etc. Donc, très rapidement, tu brilles à peu de frais, puisqu'on est assez peu nombreux au départ à le faire. Et après, petit à petit, les gens ont compris que c'était devenu un média comme un autre et que maintenant, il y a les mêmes codes, j'allais dire, pratiquement qu'à la télévision. Pratiquement, il y a plus de liberté, mais les codes commencent à être les mêmes. D'ailleurs, l'autre jour, c'est McFly et Carlito qui disaient qu'eux, ils se barraient parce que ça y est, en fait, eux, c'est vrai, ils ont été précurseurs là-dessus, de faire des émissions de qualité télé avec des invités de prestige, avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas McFly et Carlito, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Et après, eux, ils disent, maintenant, comme tout le monde le fait, on va essayer de trouver autre chose. Voilà, ils n'ont pas tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je fais une émission type L'Art de Vivre ou L'Addiction, avec mon pote Django, que j'embrasse, on fait, c'est un truc qui pourrait passer à la télévision, quoi. Voilà, sans problème. On fait de la quali qui est quasi celle de la télé, ouais. On aime bien parler de transmission aussi dans Allons enfants. Quel regard, toi, justement, tu as sur ces nouveaux moyens de communication, sur cette nouvelle génération qui peut occuper des terrains un peu différents de ceux que tu as pu connaître enfant et qui sont parfois raillés, on trouve que c'est trop ceci ou pas assez cela. Moi, une fois, j'avais entendu Lucchini, alors j'aime bien Lucchini par ailleurs, surtout artistiquement, mais qui disait, comment vous dites, Amstramgram, je sais pas quoi. Enfin, on sentait toute la condescendance qu'il avait vis-à-vis des réseaux sociaux. Et j'ai dit, le mec, il est capable de retenir 400 pages du Gai Savoir de Nietzsche. À mon avis, il peut retenir Instagram, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté très condescendant, sachant que lui, ses spectacles sont quand même sur les réseaux sociaux et qu'il va avoir un community manager aussi et que maintenant, c'est obligatoire. Ce que je crois, c'est que comme dans tout, il faut quand même savoir qu'à la base, c'était l'écriture, que quand les gens commençaient à faire du théâtre, les vrais écrivains disaient que le théâtre, c'était nul, que quand le cinéma est arrivé, les gens du théâtre ont dit le cinéma, c'est nul, que quand le cinéma était là, la télé, c'est nul, et que la télé, quand maintenant ils voient les réseaux sociaux, ils disent c'est nul. Bon, oui, d'accord, c'est un peu court, jeune homme, comme dirait l'autre. Donc je dirais simplement qu'il y a, comme partout, il y a du magnifique. Et puis, il y a 90% à chier et acheter, mais c'est pareil pour la télévision, c'est pareil pour les journaux, c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour les livres. Vous avez vu le nombre de livres qui sortent en septembre. Tu vas à la Fnac et tu vas regarder les sorties. Pour qu'est-ce qui reste et qui peut te tenir dans les mains? Pas grand-chose. Et pourtant, on appelle ça de la littérature. Donc non, je crois qu'il y a à boire et à manger. Et que les gens, surtout avec le temps, savent faire le tri. Voilà. Donc au départ, c'est n'importe quoi, et petit à petit, il y a un tri qui se fait, et il y a des émissions aujourd'hui sur le digital qui sont magnifiques, et qui vont beaucoup plus loin d'ailleurs que les standards de la télévision. Donc non, c'est très bien, comme tout, après il faut savoir l'apprivoiser, et puis jeter surtout. TikTok, moi au départ, j'ai fait pareil, voilà. Ma fille m'a montré, t'as un Chinois qui découpe un truc avec du slime, ou deux chatons qui jouent du piano, tu fais c'est bon, et maintenant, ça y est, TikTok commence à faire des programmations plus construite, plus machin, et tout peut être bien à partir du moment où c'est bien fait avec cœur et avec talent, voilà. Et c'est un média comme un autre, finalement. Et on arrive à la dernière question dans Allons enfants. Qu'aurais-tu envie de dire, justement, au petit Laurent, qui commençait à rentrer au collège ou qui découvrait ses pâtés wings, s'il était là face à toi?
Putain, je dirais, je suis désolé, mon grand, mais ton insouciance, on va vraiment te la briser. mais c'est pas grave, t'auras d'autres trucs. Non, moi, j'aurais surtout envie de dire, comme nous, on vit dans les mêmes métiers, vous comme moi, on est en permanence entouré de connards qui ont des projets. Tu vois, c'est des projets de tout le temps, de partout. Ah, j'ai un projet, je bosse sur un projet avec machin, nanana, c'est du name dropping dans tous les sens. Moi, je dis simplement, faites un truc dans votre garage, bricolé, à la main, avec des potes, avec du scotch. Moi, par exemple, la dernière fois, comment tu fais pour, moi, je veux me lancer, etc. Lance-toi. Il n'y a pas de, je veux peut-être me lancer. Lance-toi. Tu prends un garage avec des potes, tu leur dis, écoutez, voilà, moi, je veux faire rire, j'ai écrit un sketch, vous êtes 5, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, bah, ça y est, tu as commencé à faire déjà. Tu veux faire un sketch, tu veux savoir si ça marche, bah, tu te filmes, tu regardes, tu le publies. Si tu fais un like et que c'est ta mère, c'est pas bon, toi. Et puis, petit à petit, si les gens commence à dire, ben, tu progresses, tu fais. Voilà. Le seul truc, c'est Nike, hein. C'est pas si c'est un philosophe, mais c'est just do it, mais c'est vraiment ça. Fais ça, et puis après, tu verras. Tu verras très vite que t'es pas fait pour ça si t'es pas fait pour ça, et tu verras très vite que t'es fait pour ça si t'es fait pour ça. Voilà. Après, même quand t'es fait pour ça, et même quand ça marche, c'est dur quand même. Allez, enfants. C'est ça. Merci encore, Laurent. Avant de se quitter, un dernier message quand même. Salut mon amour, je voulais juste te dire que je t'aime et j'espère que tu continueras d'être inspirant en tant qu'homme, en tant qu'ami, en tant que père et en tant que comédien. Gros bisous. Coucou papa, t'es le meilleur, je t'adore, ton travail il est trop bien et j'espère que tu vas continuer comme ça. Bisous. Non, vous êtes salaud. Eh ouais, bah là, je peux rien dire d'autre. C'est voilà, j'ai pas de mots. Ma base, mon socle, mon tout. Si je perds ça, je perds tout. Voilà, c'est tout ce qui me tient dans la vie. Je suis fier d'une seule chose, c'est d'elles, les deux qui sont si fortes, si belles, si douces, si bien pour moi, et j'espère parfois être bien pour elles. Merci Laurent. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.